Merci de cette présentation. Je m'appelle Terashima. Il y a 2-3 jours, j'ai eu l'embargo, donc je ne peux pas rester assis sur la chaise. Donc permettez-moi de rester debout pour vous parler. J'ai préparé donc un texte pour mon exposé, donc je vais lire parce que je ne sais pas m'arrêter quand je commence à parler. Donc j'essaye de rester collé au texte que j'ai préparé pour ce colloque. Donc je suis très honorée d'être invitée à ce colloque. Donc, je vais essayer de présenter mon opinion personnelle suivant le thème de ce colloque que professeur Nishiyama vient de nous expliquer. Dans le monde d'aujourd'hui qui se globalise de plus en plus rapidement, les étudiants, tout comme les chercheurs étrangers, augmentent d'année en année dans nos facultés. De plus, la notation des universités accélère la marchandisation de l'enseignement supérieur. Ainsi, l'internationalisation des universités a intéressé non seulement les chercheurs, mais aussi les milieux politiques et financiers. L'enseignement est ainsi devenu l'objet et le moyen de la poursuite au profit. Professeur Howard Zinn, qui est décédé, qui est historien connu et auteur de l'histoire populaire des États-Unis, a dit que les universités américaines étaient devenues des entreprises commerciales privées. À présent, les universités d'État japonaises, transformées en coopération autonome, sont en train de devenir elles aussi des entités gérées comme des entreprises privées. L'exemple typique de cette transformation est l'introduction de supprêtes dans les campus. À l'université d'Ato de Gifu, où j'ai enseigné, on pouvait acheter presque tout dont nous avions besoin au magasin de la coopérative universitaire, mais une supprette fut construite par la suite à côté de l'entrée principale de l'université. Elle était gérée comme une quelconque supermarché de chaîne. J'ai été aussi surpris de voir que lorsque j'ai visité l'université normale de Pékin, que cette université avait une banque sur son campus, un hôtel, des restaurants et d'autres établissements commerciaux et qu'elle gérait elle-même ces établissements dans le but de générer le profit. Si les universités d'un État qui se dit socialiste sont dans un tel état, il est peut-être naturel que les universités du Japon, qui est un État capitaliste, se transforment elles aussi en entreprises commerciales. Ainsi, les universités d'État japonaises changent-elles de mission. Elles ne sont plus d'établissements ni pour l'enseignement ni pour la recherche, mais sont gérées comme des entreprises commerciales. Avant, la conférence des professeurs de chaque faculté et le conseil général pour l'ensemble de l'université fonctionnaient comme des organismes de décision coordonnés par le président de l'université. Aujourd'hui, les pouvoirs sont devenus détenus par le président du conseil de l'administration ou le conseil de gestion, et l'ancien conseil général a été réduit en un conseil pédagogique. Ces derniers représentent presque la moitié et le conseil de gestion, alors que le doyen de faculté ne sont plus que des observateurs. Cette transformation en entreprise de l'université va de pair avec le renforcement des pouvoirs du président de l'université. Le modèle de gestion d'entreprise privée, avec le PDG possédant d'immenses pouvoirs, est transposé intégralement sur la gestion de l'université. Ce phénomène était déjà visible depuis longtemps aux États-Unis, notamment à l'Université de Californie. Chomsky a critiqué ce phénomène. Selon lui, le renforcement du système de commandement de haut vers le bas en élargissant le conseil d'administration et augmentant les vice-présidents
est la cause de hausse continue des frais d'études. Et Chomsky souligne que ces hausses sont utilisées pour augmenter les salaires du président et des conseillers. Il est d'avis que le modèle de business corrompt l'université. Comme on a vu, l'université n'est plus un établissement d'enseignement, mais elle est le lien et le lieu de faire des affaires, de faire du business, un lieu de poursuite au profit. Et cette tendance est accélérée par le classement des universités. Si l'université est un haut de ce classement, son nom devient une marque. Et ceux qui la gèrent n'ont pas besoin de courir de droite à gauche pour recruter des étudiants. Cela peut aussi attirer les étudiants étrangers et il devient de plus en plus facile pour faire des profits. Dans le cas des universités d'État américaines, les frais d'études sont différents entre les étudiants américains et étrangers et entre les étudiants eux-mêmes, suivant s'ils sont originaires de l'État de l'implantation de l'université ou non. Les frais sont les plus élevés pour les étudiants étrangers. Ce qui veut dire que plus les étudiants étrangers sont nombreux, plus les profits sont importants pour les universités en question. C'est la raison pour laquelle le degré d'internationalisation est mesuré par le taux d'étudiants étrangers par rapport au nombre total d'étudiants. Cela est très important pour le classement des universités pour attirer les étudiants de l'étranger. En outre, les États-Unis est la destination préférée de cerveaux qui fuient leur pays d'origine. Dans le passé, dû aux persécutions nazies, de nombreux scientifiques juifs ont quitté l'Europe, le vieux continent, pour aller aux États-Unis, ce qui a fait avancer la recherche en physique théorique aux États-Unis. Les prix Nobel japonais en physique comme Shimomura, Nakamura et Nambe sont aussi de ces scientifiques qui ont fui vers les États-Unis, ne trouvant pas leur place dans les universités japonaises. La présence importante des enseignants étrangers constitue donc un indice efficace pour les universités américaines, surtout pour ceux qui les gèrent. Elle leur permet de se placer haut le classement et ainsi attirer les étudiants étrangers. Un indice aussi important et efficace est le nombre d'articles cités. Mais les articles sont le plus souvent rédigés en anglais, ce qui est très avantageux pour les universités américaines et anglaises aussi, et aussi pour les chercheurs anglophones. En d'autres termes, ces universités japonaises sont mises en concurrence avec les universités américaines et anglaises. Le ministère de l'Éducation japonais critique les universités japonaises comme celle de Tokyo ou de Kyoto pour être classées aussi bas sur la liste de classement, mais le classement est bas sur les indices concernant le pourcentage des étudiants étrangers, celui des enseignants étrangers, celui des articles cités. Le plan de réforme des universités d'État publié en novembre 2013 prescrit l'état du classement des universités dans le monde. Selon ce document, les facteurs qui font baisser le rang des universités japonaises sur ce classement, sur la liste, sont justement ces indices concernant la présence des étudiants et des enseignants étrangers, ainsi que le nombre d'articles cités. C'est un élément de réflexion à tenir en compte. Et il faut aussi noter que ce sont des agences de notation anglo-saxonnes qui publient ces classements universitaires internationaux. Or, pour l'université dont la mission est l'enseignement et la recherche, il faudrait tenir compte de l'accomplissement de cette mission dans sa notation. Si on refait le classement suivant les deux indices, les universités japonaises se rangeraient au rang beaucoup plus élevé que leur rang actuel. Or, les chiffres réels sont souvent contradictoires. Il y a des universités où le niveau de la recherche est élevé, mais le nombre d'articles cités est très bas, ou vice-versa. Pourquoi ce phénomène contradictoire? J'ai compris pourquoi lorsque j'ai lu le livre intitulé « Le voyage vers la langue anglaise » écrit par un Français. L'auteur dit que les chercheurs s'entendent entre eux pour citer les articles des uns et des autres dans le seul but d'augmenter le nombre de citations. Cette année, le prix Nobel de physique a été attribué aux 3 chercheurs japonais. Les 2, Okazaki et Amano, ont obtenu le doctorat à l'université de Nagoya et le 3e, professeur Nakamura, est originaire de l'université de Tokushima. Or, l'université de Nagoya est classée au
99e rang par l'organisme de notation américain. L'université de Tokushima, celle de M. Nakamura, est classée, n'est même pas notée par le même organisme. Selon l'organisation de notation anglais, THE, l'université de Nagoya n'est même pas classée parmi les 150 premiers. Le gouvernement et le MEX ne doivent pas être bouleversés par de tels classements. Ils ne devraient pas mettre les pressions inutiles sur les universités. Quoi qu'il en soit, le gouvernement et le MEX ont décidé d'octroyer des subventions considérables aux universités qui poursuivent résolument leur internationalisation. Et une grande partie de ces subventions d'État vont aux universités qui sont d'anciennes universités impériales ou de grandes universités privées. Les autres universités petites et moyennes ont du mal à trouver le financement pour la recherche. Elles risquent ainsi de dépasser à côté des trésors enfouis et comme le monsieur Nakamura et d'autres. Comme ce fait atteste, au lieu de consacrer les ressources inutilement à l'anglicisation de l'enseignement et recrutement des étudiants et des enseignants étrangers, le gouvernement et le MEX devraient concentrer leurs efforts à la mise en place au sein de chaque université d'un système qui assure des débats libres aux chercheurs et à la mise à leur disposition des financements leur permettant de faire de recherche sans contraintes financières. Mais la situation évolue dans le sens inverse. Pourquoi il y a autant de prix Nobel qui ont fait leur doctorat à l'université de Nagoya? Parce qu'il y avait un esprit très libre du temps du professeur Sakata. Et c'est grâce à cette liberté d'expression, de discussion, de débat qui a permis à ces chercheurs d'approfondir et d'élargir leur champ de recherche. C'est Masukawa qui est un prix Nobel qui dit lui-même, Masukawa est un disciple de professeur Sakata. Ils ont travaillé ensemble. Il y a beaucoup d'articles qu'ils ont écrits ensemble. Donc, le gouvernement ne doit pas dépenser des énergies inutiles. Il faut plutôt mettre en place des dispositifs qui permettent aux chercheurs de discuter librement, de faire des recherches librement. Mais la situation actuelle est bien l'opposé de ce qu'il faut. De nombreuses universités essaient d'étouffer la parole libre, l'expression des opinions des professeurs. Le conseil des professeurs est devenu est réduit à un organe consultatif. Et donc, il n'y aurait pas de recherche dans ce contexte, des recherches créatives. Monsieur Matsukawa dit lui-même qu'il a pu réaliser cette recherche parce que personne ne lui a imposé l'objectif ou les délais de sa recherche. Donc, il pouvait faire ses recherches comme il entendait, comme il le voulait. Alors, si les pressions imposent les délais, les thèmes de recherche, il y a eu des falsifications des thèses de doctorat, etc. Et en Europe, en vertu de la déclaration de Bologne de 1999, l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche a été créé pour favoriser l'internationalisation des universités. Avec l'intégration économique et politique de l'Europe, les pays membres étaient appelés à modifier leur système éducatif pour le conformer à des normes européennes intégrées. Mais les universités japonaises sont dans une situation très différente. Elles n'ont pas besoin
besoin d'angliciser l'enseignement pour s'internationaliser. Si les étudiants sont absorbés dans l'apprentissage de l'anglais dès les premières années de faculté, leur niveau de connaissance dans d'autres domaines va détériorer. De plus, ils n'auront pas de temps de se cultiver et donc perdraient le fondement pour devenir des personnes compétentes internationales. Le temps nécessaire pour lire un livre en anglais leur permettrait de lire des livres en japonais. Si elles le font, elles tomberont dans le piège tendu par les États-Unis qui veulent exporter l'anglais et les anglophones, les chercheurs anglophones, les professeurs anglophones, car ils veulent à tout prix exporter les produits chers comme TOEIC, TOEFL, des enseignants américains pouvant enseigner des différentes matières en anglais. L'anglicisation de l'enseignement leur offre une opportunité inespérée. Je voudrais vous parler d'une anecdote amusante que j'ai trouvée dans le même livre que j'ai cité tout à l'heure. Dans ce livre, c'était écrit que l'adoption de l'anglais en Union européenne a été le facteur du déclin du français. Et l'Angleterre aurait voulu vendre ses professeurs et vendre IELTS, mais ce sont des professeurs américains qui ont été vendus. Alors, dans le cas de l'Union européenne, les Américains ont commencé à être bien vendus. Ainsi, à l'Université de Kyoto, l'internationalisation représentée par le recrutement de 100 enseignements étrangers avance. Peut-elle être développée par cette mesure, de même que d'offrir des cours qui se font en anglais, et ceci pour la moitié des cours du tronc commun. Le prix Nobel évoquait jusqu'à il y a quelques années seulement l'Université de Kyoto. Mais l'unification par l'anglais apporterait internationalisation, fait rejeter la mission originelle de l'université. Et aussi, cela me fait douter qu'il y aurait plus de lauréats de prix Nobel au sein de l'Université de Kyoto. Les lauréats de ces derniers temps sont d'anciens élèves de l'Université de Nagoya. M. Yamanaka travaille à l'Université de Kyoto, mais il a été à l'Université de Kobe et ensuite en maîtrise, en doctorat à l'Université municipale de Osaka. La compétence de recherche n'a rien à voir avec la compétence en anglais ni à l'internationalisation, parce que ces derniers sont les compétences langagières permettant de comprendre bien la nature et la société. Il est vain d'essayer de faire engager au concours de classement basé sur l'utilisation de l'anglais et de degrés d'internationalisation. Pour prouver mon argument, je prendrai l'exemple de la Corée. La Corée déploie tous les efforts pour l'anglicisation. Mais la Corée reste sans aucun prix Nobel. On voit même la tendance de dire qu'il y a des prix Nobel au Japon parce qu'on peut approfondir les réflexions dans sa langue maternelle. Les cours en doctorat se font au Japon, et ce qui est rare en Asie. Et les lauréats de prix Nobel n'ont même pas fait des études à l'étranger. Par exemple, Masaskawa a dit qu'il ne parlait pas japonais et il a fait son discours pour le prix Nobel en japonais. Et il dit, M. Akasaki, qui a dit qu'il a pu avoir le prix Nobel parce qu'il a pu se concentrer au thème qui l'intéressait, et il dit même qu'il faut étudier mieux le japonais que l'anglais. Et c'est pourquoi le système qui consiste à réduire les subventions tout en mettant devant le nez les aides financières d'ordre énorme et de quelques centaines de millions de yens pour faire des universités internationalisées. Et cette tentation finit par enlever la richesse des universités du Japon et altère l'enseignement supérieur. Et c'est ainsi que
le ministère de l'Éducation ne doit pas se soucier de l'internalisation, mais il faut que l'université, le Japon, est au rang très inférieur si on compare le budget consacré à l'université supérieure. Maintenant, l'anglicisation ou l'internalisation n'aide nullement l'amélioration du niveau des universités japonaises. Et la Russie essaye la Russie a déclaré récemment qu'elle va construire à la place de la Banque mondiale actuelle et l'FMI une nouvelle institution financière avec la Chine ou les pays de BRICS. On a entendu la nouvelle qui annonçait que la Chine a dépassé les États-Unis et elle est devenue la première puissance économique. Et il faut donc créer un organisme de classement qui mérite notre confiance. Ce contexte prouve que l'hégémonie du dollar tend à sa fin. Le pouvoir du dollar s'appuie sur celui du dollar du pays, de l'économie. Or, le dernier s'affaiblit et cependant, si on vise à imposer l'anglais comme l'unique langue étrangère, cela nous amènerait à former les personnes qui ne voient pas l'évolution du monde. Tout ceci va à l'encontre de l'objectif qui est de former des ressources humaines aptes à faire face à la mondialisation. Parce que les gens ainsi formés doivent être capables de se rendre compte de l'évolution ou le mouvement du monde entier. Et puisque la mondialisation développe, il faut que l'enseignement supérieur soit multiculturel et multilinguiste. Nous venons d'apprendre qu'une petite ville du Portugal a décidé d'adopter la langue chinoise dans l'enseignement primaire. Pour revenir à l'exemple d'organisme de classement, il faut nous rappeler que la société Enron, classée en 3A, a fait faillite. Le ministère de l'Éducation dit qu'il faut renforcer l'enseignement en anglais pour accueillir davantage d'étudiants et d'enseignants étrangers. Les étudiants étrangers veulent venir au Japon parce qu'ils s'intéressent au Japon et le connaître davantage. Et tout simplement, ils s'intéressent au Japon. Et nous savons que beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent au Japon renoncent à continuer à faire les études au Japon en apprenant que beaucoup de cours se font en anglais. Lorsque j'ai visité l'ancienne Mandchourie, j'ai visité les villes comme Harbin, Dalian et Shangun. J'ai été accueillie pour le personnel et la section du Japon. Et ils avaient tous une passion pour la culture japonaise et la langue japonaise, bien que le sentiment contre le Japon doive être renforcé à cause de la nationalisation et la tendance éventuelle de l'internationalisation. Et le livre que j'ai cité, Voyage vers l'anglais, dit que au bar de karaoké près de l'Opéra de Paris, beaucoup de jeunes Français chantaient en regardant l'écriture en japonais, la parole écrite en japonais. Et je vais citer un passage. De plus, à l'INALCO, le nombre d'inscriptions en japonais a dépassé celui de chinois. La proportion était à l'inverse depuis quelques années et comme conséquence d'expansion économique de la Chine. Mais finalement, la culture japonaise, le cinéma, la culture et animée l'ont remporté sur l'économie chinoise.
Malgré ses intérêts évidents pour la culture japonaise, l'offre d'une condition qui permet d'avoir le diplôme d'université japonaise seulement en étudiant en anglais ne fait qu'entraver les chances précieuses d'étudier la culture japonaise et la langue japonaise. Lorsque les étudiants étrangers retrouvent dans leur pays, après avoir étudié la langue japonaise et la culture japonaise, les sciences et technologies du Japon, les entreprises japonaises qui vont s'y installer pourront avoir les aides de ces anciens étudiants. Le gouvernement japonais ne sait peut-être pas que le cinéma, la littérature et les dessins animés l'emportent sur les autres pays. Et c'est pourquoi il ne s'intéresse pas à protéger et exporter la culture japonaise en accordant un budget nécessaire. Le TOEFL a été développé pour que les étudiants étrangers aillent faire des études aux États-Unis. Et lorsqu'on parle la langue japonaise, il ne s'agit que l'anglais. On finit par douter que le gouvernement japonais ait dit avoir l'intention de contribuer au développement de la culture japonaise, de la langue japonaise dans le monde entier. L'internationalisation de l'université n'est qu'une raison de principe. Le gouvernement japonais s'inquiète en réalité de la diminution du nombre des étudiants japonais qui vont aux États-Unis. L'anglicisme est peut-être un prétexte pour empêcher la diminution de ce nombre. Malgré tout, la compétence en recherche ne se relève ni de compétences en anglais, ni de l'expérience, ni de séjour à l'étranger. Et si Shimomura, Nakamura, Nambu sont allés travailler aux États-Unis, les universités n'ont pas été capables d'accueillir de si grands talents. Malgré tout, encore le gouvernement japonais ne cesse d'encourager les étudiants à aller faire des études à l'étranger et étudier l'anglais. Et il concentre toute son énergie à importer des enseignants japonais. Mais le projet d'engager 100 enseignants japonais fait perdre aux Japonais, fait perdre à une centaine de Japonais de trouver un poste au sein des universités japonaises. Et ce projet d'engager 100 enseignants est limité dans le temps. Et c'est pourquoi il faut être prévu du danger d'être obligé de recruter les étrangers qui n'auraient pas été recrutés dans leur pays. Et cet état de choses s'explique par la priorité mise sur l'internationalisation qui est concrétisée par l'introduction des cours donnés en anglais. Et celui qui a eu le prix très important n'a pas trouvé le poste au Japon et il est retourné aux États-Unis. La priorité est mise sur le recrutement des professeurs étrangers, mais il s'agit d'importer des professeurs étrangers. Et même, c'est la même situation que lors de la création du programme ALT, c'est-à-dire recruter des lecteurs étrangers dans l'enseignement secondaire. Et à partir de 2002, le ministère de l'Éducation nationale japonais a lancé le projet de Supa English Language High School, appelé en japonais SELHAI. Le résultat, on voit que le ministère est en train de commettre la même erreur avec le projet Supa Global English. Et à l'université, le projet appelé Supa Global Daigak, c'est-à-dire l'université super et mondiale.
Et si le projet de Sellerai avait réussi, on n'aurait pas besoin maintenant de refaire la directive pour ajouter l'idée de faire les cours d'anglais et on modifie les détails. Les professeurs à l'université savent expliquer ce qui est difficile, mais de façon très difficile. Et les professeurs qui enseignent dans des lycées doivent expliquer quelque chose de difficile de façon facile à comprendre. Alors, les enseignants au lycée ne savent même pas expliquer bien en japonais et s'ils se mettent à expliquer en anglais, le résultat, on peut deviner facilement. Et en plus, les lycéens ou les collégiens ou les lycéens ne savent pas lire en anglais et en plus, s'ils sont obligés de suivre les cours donnés en anglais, ils auront besoin d'une compétence de lecture rapide. En Malaisie, les cours qui ont commencé à donner en anglais ont été arrêtés et ils ont changé d'orientation. Moi, à la maison, je dispute très souvent avec mon épouse et après, on découvre que c'était à cause d'un petit malentendu. Et on finit par se comprendre et on se demande ce que serait le résultat si on se communique en anglais. Et il y aurait tellement de malentendus et l'avenir du Japon s'en sortirait très difficilement. Mais finalement, on finit par douter que le gouvernement japonais pense à quelque chose d'autre, non pas internationaliser le Japon vraiment. Et on peut se demander maintenant si les universités américaines méritent vraiment d'accueillir des étudiants étrangers. Il y a des études très détaillées sur la compétence des étudiants. On voit que une comparaison de 22 pays révèle que les États-Unis n'est pas un des meilleurs. En mathématiques, l'Italie 21e, les États-Unis 22e. Pour la lecture, les États-Unis 21e, l'Italie 22e. La compétence de résoudre des problèmes, la Pologne 19e, les États-Unis 20e. Et il y a Johan Galtung qui est connu pour les recherches sur la paix. Et il dit clairement que l'université américaine sont au niveau de lycée, sauf le doctorat, le niveau de doctorat. Si les étudiants vont faire des études aux États-Unis, il faut qu'ils s'inscrivent au degré doctorat. Mais le gouvernement japonais ne vise que envoyer les étudiants au niveau licence. Parmi les lauréats de prix Nobel, il n'y a que 3 diplômés de doctorat des universités américaines. Et les autres n'ont même pas le doctorat. Et ce n'est pas la peine d'aller faire des études aux États-Unis. Pour avoir des conditions suffisamment suffisantes pour former les futurs lauréats de prix Nobel, ce n'est pas la peine d'aller aux États-Unis. Et c'est pourquoi on doute qu'il y ait d'autres raisons pour que le gouvernement japonais encourage les étudiants à aller faire les études aux États-Unis. Et il faut dire encore que tous les jours, beaucoup de personnes sont tuées comme victimes d'armes à feu aux États-Unis. Et ça n'arrive pas seulement dans les villes, mais aussi dans des écoles même. Et des actes criminels comme viol arrivent au lycée et à l'université même, et jusque dans le campus de grandes universités comme Harvard. Le gouvernement ose-t-il, malgré tout, les étudiants japonaises d'aller aux États-Unis tout en sachant cette réalité
aux États-Unis. Et si ce n'est pas le cas, c'est une irresponsabilité absolue. Et s'ils le savent et qu'ils les y encouragent, c'est inadmissible. Le gouvernement japonais va doubler, ils ont l'intention de doubler le nombre actuel pour envoyer 120 000 étudiants à l'étranger. Ce sont les mesures cohérentes et justes. On doit s'attendre à voir des victimes. Même le pouvoir actuel souhaite non pas de rester dépendant des États-Unis et comme une caniche, mais de progresser notre pays. La politique actuelle de l'éducation nationale est non loin de récupérer le Japon comme il faut. Il est utile seulement à céder l'autonomie et cette situation me rappelle la dicton qui dit « Le chemin vers l'enfer est couvert d'un tapis de fleurs et de roses, couvert de fleurs de roses ». Et les frais de scolarité américains sont tellement élevés que beaucoup d'étudiants américains vont au Canada. Il y a une université bien connue au Canada. Les frais de scolarité pour 4 ans représentent la même chose de 1 an aux États-Unis. Est-ce que les étudiants japonais vont payer les frais de scolarité si élevés aux États-Unis? Donc l'internationalisation devancée par le gouvernement japonais, doubler le nombre des étudiants japonais qui vont à l'étranger, c'est un projet sans raison. Ce n'est pas un projet qu'on puisse accorder. Et en tant que professeur d'anglais, cela me gêne de dire ces choses. Mais il faut être franc. Il y a beaucoup d'étudiants japonais qui n'arrivent pas à faire les communications, même en japonais. Et les étudiants japonais et aussi beaucoup de médecins, dentistes, avocats sont incapables d'établir des communications en japonais. Ils ne savent plus parler ou écouter, surtout écouter les patients. Par exemple, dans une université qui forme les dentistes, il y a des cours qui sont offerts pour que les futurs dentistes soient compétents ou capables d'écouter les malades. Et à l'examen d'entrée au lycée, il y a des tests de compréhension orale en japonais. Alors, la situation est évidente pour la perte de la compétence en langue japonaise et en même temps, le gouvernement japonais encourage et met l'importance sur l'enseignement de l'anglais. Il y a encore beaucoup de choses que je voudrais citer, mais j'ai déjà dépassé le temps qui m'a été imparti. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Teleshima. Je pense que vous avez des questions à lui poser, mais je vais demander à professeur Beako de commenter ou poser des questions au professeur Teleshima. Monsieur le professeur, je vous remercie de cette très vigoureuse intervention et je vous remercie de m'avoir donné pour la première fois un argumentaire intégral et exhaustif sur la question de l'internationalisation. Et donc, je pense que ce document regorge d'arguments de toute nature, dont certains assez inattendus, sur les questions donc d'internationalisation et de ce que
ce qui est en fait une américanisation et une anglicisation. Ma question est simple, c'est que ces arguments semblent évidents. Ce que vous dites semble inattaquable. Et pourtant, dans les communautés universitaires, les collègues ne réagissent pas. Vous avez évoqué la gouvernance de l'université et une des raisons pour lesquelles ces mouvements décidés par les conseils d'administration peuvent se faire tiennent à l'absence de réaction des collègues de toute nature. Et je voudrais vous demander si vous pouvez expliquer pourquoi nos collègues ne sont pas plus nombreux aujourd'hui et pourquoi, dans les conseils, ils ne se mobilisent pas avec les raisons que vous présentez. Ce qui me semble être la raison la plus importante, y compris pour des collègues qui sont des scientifiques et qui devraient entendre des arguments scientifiques qui sont ceux que peuvent leur donner des spécialistes d'enseignement des langues que nous sommes. Je vous remercie. Oui, ありがとうございました。なぜみんなが行動を起こさないのかっていうことだと思うんですけど、まあ日本人はもともとね長いものに巻かれろっていう習性があって、J'essaye de répondre. Les Japonais, enfin je parle des universitaires, n'ont pas l'habitude de s'exprimer à haute voix. Ils sont formés. Chomsky a dit que l'enseignement c'était fait pour imposer l'obédience, la soumission. Donc on est habitué à être soumis. Mais étrangement, à l'école primaire, le vêtement est libre. Il n'y a pas d'uniforme. Et au collège et au lycée, il y a des uniformes. Et à l'université, le vêtement, enfin, il n'y a pas d'uniforme. Alors, je me suis demandé pourquoi. Bien sûr, pendant la puberté, on est plus libre, on veut être plus autonome. Et alors, pendant cette période, le ministère impose l'uniforme. Alors, je pense que c'est une tentative d'imposer quelque chose, de rendre les jeunes enfants les habituer à la soumission. Et plus récemment, je vous ai dit tout à l'heure, les entreprises privées, il n'y a pas de constitution ou de loi qui sont appliquées. Donc c'est le PDG qui impose. Et je pense que le même phénomène maintenant se produit au niveau universitaire. Il y a le président de l'université qui détient tous les pouvoirs, toutes les compétences. Et dans la société académique de l'anglais, c'est la même tendance qui observe. Donc on nous enseigne à débattre en anglais et on nous interdit de débattre en japonais, alors que on n'est pas habitué à discuter ou débattre des choses en japonais, en langue nationale, alors que dans les cours d'anglais, on nous demande de débattre en anglais. Donc, dès les plus jeunes âges, les Japonais ne sont pas habitués à débattre, discuter des problèmes en japonais, en leur langue maternelle. Peut-être ils peuvent le faire en anglais, mais donc. Alors, comment nous pouvons changer cette situation, cet état des choses? Comme Chomsky le dit souvent, il faut faire trois choses. Le Chomsky dit de faire trois choses. Peut-être le Chomsky n'a pas une bonne réputation chez vous en France, mais je vous demande de patienter, de m'écouter. D'abord, il faut savoir
Parce que connaître des différences. Il y a des gens dans le monde qui ont des opinions différentes que les siennes. Mais les Japonais pensent qu'ils se taisent parce qu'ils n'ont pas d'opinion. Mais il faut aller frapper sur d'autres portes pour trouver des gens qui ont des opinions différentes, qui les expriment à haute voix. Donc il faut qu'ils sachent ça, qu'il y a des gens qui ont des opinions différentes, qui les expriment à haute voix. Donc il faut savoir ça, il faut transmettre ça, et il faut ensuite exprimer sous des formes différentes. Donc il faut faire trois actions pendant les années 60, pendant la période de la guerre de Vietnam. Aux États-Unis, il y a eu un mouvement anti-guerre. C'était entre les années 60-70. Et avant cela, Chomsky a parlé à Boston. Il y avait le Boston Comment. Et les orateurs on leur jetait des pierres à Boston quand ils montaient sur la tribune et exprimaient leurs opinions contre la guerre, quand ils se prononçaient contre la guerre de Vietnam. On les traitait comme les étudiants de droite. Il y avait des étudiants qui essayaient d'attaquer Chomsky quand qui s'est déclaré contre la guerre de Vietnam. Mais le mouvement anti-guerre s'est développé aux États-Unis avec Chomsky en tête, mais ce n'est pas vrai. Boston est considérée comme une ville la plus progressiste de toutes les villes. Mais donc la ville n'était pas aussi progressiste qu'on le pense. Donc il faut faire, je veux demander de faire trois choses, c'est-à-dire savoir, transmettre cette information, ce que vous avez appris, et troisièmement, il faut exprimer par des mails, par un récit, par une carte postale. Vous pouvez faire des gestes bien modestes, mais pour manifester ce que vous pensez. Moi, je me sens impuissant, donc ce que je fais, c'est de d'écrire des blogs à propos des choses que j'ai appris. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question?